Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait un moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Ça fait bizarre d'être devant une caméra à nouveau. Tout simplement parce que du coup j'ai repris les cours en début septembre et ça me prend beaucoup de temps de travailler. Donc j'ai pas forcément le temps d'écrire, ni de tourner, ni de monter des vidéos. Donc j'ai absolument rien posté depuis un mois et demi, mais je n'ai pas disparu, je suis toujours là. Et j'avais qu'une seule hâte, c'était de pouvoir recommencer à tourner ces vidéos. Donc je vous propose aujourd'hui un petit bilan culturel de tout ce que j'ai regardé, lu, à tous les événements où j'ai été depuis le mois d'août jusqu'à fin octobre à peu près. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors j'espère que la qualité de l'éclairage est pas trop mauvaise parce que du coup il fait noir à partir de 17h30. Donc c'est un petit peu galère parce que je n'arrive pas à être productive avant 16h. Donc j'ai utilisé une lampe de ma chambre pour essayer d'avoir une lumière à peu près blanche. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, je m'excuse si la qualité de la vidéo n'est pas bonne, mais voilà. Bon alors on va commencer par la catégorie film. Comme d'habitude j'en ai pas beaucoup parce que je regarde pas énormément de films de toute façon. Le premier film que j'ai été voir c'est Promising Young Woman. Enfin j'ai pas été le voir au cinéma, je l'ai vu chez moi. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le voir parce que c'est un film qui aborde à peu près le sujet d'une sorte de revanche féministe, dans le sens où il aborde en fait les aventures d'une jeune femme dont l'une des amies a été violée alors qu'elle était complètement droguée et inconsciente, etc. Et donc cette jeune femme, ce qu'elle fait de ses week-ends, c'est qu'elle va dans des clubs, dans des boîtes de nuit, et elle fait semblant d'être droguée et complètement inconsciente, et elle se laisse ramener chez elle par un homme qui, dans énormément de cas, vont tenter d'abuser d'elle, et à partir de là, elle se venge en leur faisant du mal. Et donc du coup, cette femme-là, elle a envie de venger son amie, en fait, parce qu'elle trouve ça terriblement injuste, le peu de peine et la facilité avec laquelle les hommes font ça. Et donc ce film aborde cette question-là, et je trouvais que c'était une question très très importante. Et je sais que quand j'avais dit que j'avais envie de le voir, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit non mais c'est trop nul et tout, j'ai pas aimé. Mais je sais que j'avais l'impression que dans la bande-annonce, ils le vendaient un peu comme une sorte de comédie. Et j'ai pas trouvé du tout que ce soit un truc qui était très comique, mais moi je l'ai trouvé très intéressant dans les questions qu'il pose en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par la fin, que je ne vais pas dire ici, mais en fait la fin pour moi elle fait beaucoup de sens par rapport au monde dans lequel on vit du coup. Et pour moi j'ai trouvé que c'était un film qui était prenant, qui était intéressant et dont les personnages étaient complexes, et j'ai trouvé l'actrice principale vraiment cool. Et j'avoue que ce film remonte un peu, donc j'ai un peu de mal à me souvenir de ce que j'avais aimé et moins aimé dans ce film. Je sais qu'il y a Bo Burnham qui joue dedans et qui joue un personnage aussi qui est très important et qui soulève des questionnements importants quant à la place des hommes vis-à-vis des agressions sexuelles, du monde sexiste dans lequel on vit, etc. Donc voilà, je pense que la seule chose que j'ai à dire sur Promising Young Woman, c'est qu'il vaut le détour à mon sens, et que si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement d'aller le voir. Le deuxième film que j'ai vu, et cette fois-ci je l'ai vu au cinéma, c'était le film Dune, donc qui a été hyper mis en avant, hein, notamment parce qu'il y avait Timothée Chalamet et Zendaya qui joue dedans, donc c'est déjà des très bons arguments de vente. Du coup c'est un film qui est adapté d'un roman du même nom. C'est un film de science-fiction du coup qui se passe des années et des années après notre ère, même des centaines d'années il me semble, et donc ça se passe beaucoup dans des planètes extérieures à la nôtre. Il y a tout un monde en fait qui est très complexe à comprendre, avec des royaumes et des peuples qui sont différents, mais qui sont tous sous les ordres d'un empereur du coup dont on entend parler dans le film, mais on sait pas vraiment qui il est ou qui il représente. Et justement si j'ai beaucoup de mal à vous expliquer comment est configuré ce monde et de quoi parle ce film, c'est totalement en lien avec une critique que j'avais envie de faire du film. C'est-à-dire que le film de Dune, du coup, c'est un film qui est très long, c'est un film qui dure 2h40. Je trouve pas du tout qu'elle soit horriblement longue à regarder ou ennuyante ou quoi que ce soit, mais j'avoue que quand je suis sortie de la salle de cinéma, j'avais l'impression d'avoir regardé une introduction de 2h40 à un monde en fait qui était très complexe et très intéressant, mais du coup j'ai pas l'impression d'avoir vraiment eu une intrigue qui m'a vraiment emportée dans le film. Et donc c'est totalement le genre de film où en fait j'ai grave hâte de voir ce que le 2 va être, mais j'ai l'impression qu'en fait on m'a vraiment donné une espèce de bande-annonce de 2h40 de ce que va être le film, parce qu'il y avait tellement de choses à expliquer qu'en fait il se passe pas grand chose dans le 1, et que du coup j'avoue que moi le moment où j'ai commencé à être intriguée par une sorte d'histoire qui a commencé à se dessiner, c'était vraiment au bout de 2 heures du film, et avant ça en fait on nous expliquait, on nous donnait plein de détails pour nous expliquer en quoi consistait le monde et tout, et du coup c'est un film dont je suis ressortie vraiment mitigée parce que pour le coup je dirais pas que je me suis ennuyée, je trouvais qu'il y avait des choses prenantes. J'étais très contente déjà de revoir de la science-fiction au cinéma parce que moi comme beaucoup de gens j'ai eu ma grosse phase Hunger Games, le labyrinthe,
différentes, divergentes et tout, que j'étais trop contente de voir au cinéma et tout. Et en fait en allant voir Dune, j'avais un peu l'impression de retrouver ce côté-là de vraiment quand j'étais au collège et que j'allais voir tout ça et que j'avais trop hâte de voir. Et j'avoue que j'ai retrouvé ce côté-là que je recherchais. Mais en même temps je suis sortie vraiment mitigée en mode de bah en fait il me faut un 2, mais ce film m'a rien donné vraiment de sensationnel ou de vraiment intéressant, ou a pas réussi vraiment à m'intriguer à fond quoi. En plus bon ça on me l'avait un peu dit à l'avance, mais la présence de Zendaya est vraiment de 1 minute 30, enfin vraiment on a l'impression qu'elle a tourné une pub de parfum et qu'ils ont mis des extraits en fait dans le film, mais c'est toute sa présence dans le film, c'est vraiment ça. Mais après voilà, Timothée Chalamet est très bon, l'esthétique du film est très très belle, les personnages sont beaux. Le contexte est intriguant en vrai, mais il sera intriguant quand il se passera quelque chose vraiment dedans. Il y a beaucoup de choses à explorer, je pense, avec ces mondes-là. Donc la seule conclusion que je tire un peu à tout ça, c'est que bah, je pense que je suis contente de l'avoir vu et j'ai vraiment hâte de voir le 2. Et honnêtement, je pense que je peux vous conseiller de le regarder si vous avez eu comme moi toutes ces phases autour de la science-fiction, de tous ces films-là que vous aimez bien, que c'est un style que vous aimez bien, je vous le conseille. Mais voilà, ne vous attendez pas à un sensationnel infini parce que vous ne l'aurez pas dans ce film-là. Passons maintenant à la catégorie livres. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup parce qu'avec le retour des cours, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de lire du tout. Donc en 3 mois, j'ai regardé 2 films et j'ai lu 2 livres. Magnifique. Mais je me rattraperai dans la catégorie série, ne vous inquiétez pas. Donc dans les livres que j'ai lus, le premier livre que j'ai lu, c'est La petite dernière de Fatima Das qui, pour le coup, est un livre qui m'a beaucoup plu. C'est un livre autobiographique de Fatima Das, du coup, qui est une femme française, qui est aussi une femme musulmane et qui est aussi une femme lesbienne, et qui parle en fait de l'endroit où elle a vécu, des transports en commun, de son identité lesbienne, et de comment toutes ces identités, toutes ces facettes d'elle, en fait, s'entremêlent dans sa vie. Elle nous raconte vraiment, en fait, son quotidien et des moments de sa vie. Et c'est un livre qui se lit très rapidement et qui est plein d'anecdotes en fait sur ce qu'elle est et des choses qui sont assez marquantes. Et c'est un livre qui est vraiment très très touchant et que j'ai vraiment adoré lire et que j'ai pas lâché. En fait, c'est vraiment un livre que on prend en début de soirée et que voilà, en 1 heure, 1 heure et demie, on a fini de le lire. Donc c'est un livre que je vous conseille grandement, qui est très apaisant et en plus qui est trop beau, genre la couverture est trop jolie. Donc je vous conseille le livre de Fatima Das. Le deuxième livre que j'ai lu et que ça faisait aussi très longtemps que j'avais envie de lire parce que c'est un sujet qui m'intéressait, c'est le livre Happycracy dont je ne connais plus les auteurs. C'est un livre en fait qui va nous parler de ce qu'il appelle en fait la tyrannie du bonheur et de comment le bonheur est instrumentalisé par différentes institutions et notamment par tout ce qui est les gens qui font du développement personnel, toutes les méthodes de self-help, notamment en entreprise et tout. Comment en fait le concept de bonheur et la recherche de bonheur est en fait un instrument qui sert totalement au développement économique et au néolibéralisme, et que c'est en fait un outil profondément capitaliste et qui ne nous veut pas du bien, qui dessert nos luttes sociales, etc. C'est un livre qui aborde beaucoup de points, et je trouve que c'est un sujet qui est très très important à aborder. Moi je sais que pendant une longue période de ma vie, j'étais très tout le temps dans ce truc de vouloir se changer soi-même, se mettre des objectifs, enfin tout ce truc de self-help et tout, j'étais vraiment à fond dedans, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces trucs là, mais donc du coup c'était un sujet que je trouvais très intéressant et je trouve que j'ai appris pas mal de choses à la lecture de ce livre, mais pour le coup c'était une lecture qui était assez ennuyante et assez longue. À chaque fois que j'y retournais j'avais du mal à m'y remettre. Je trouve que c'est un livre qui se répète énormément en fait dans la forme, genre autant j'étais intéressée par le fond sincèrement, mais je trouve que dans la forme, je sais pas, je trouve que ça se répète énormément et c'est pas hyper clair et ça aurait pu être raccourci et mieux structuré. Et donc si le sujet vous intéresse, moi je pense que je vais l'aborder dans une de mes vidéos, mais je sais qu'il y avait la Carologie qui avait fait une vidéo entière où elle parle un peu de ses lectures et de ce qu'elle en a tiré et des questionnements qu'elle s'en pose et tout, et je sais qu'elle avait lu Happycracy, donc si le sujet vous intéresse, je vais vous mettre la vidéo en lien en fait dans ma barre d'infos, comme ça vous aurez pas à lire le livre qui coûte quand même 20 € et qui est quand même très très long à lire, et vous pourrez avoir plus d'informations sur ce sujet là. Donc voilà, le livre Happycracy, pas mal dans le fond, mais j'ai trouvé ça vraiment pas très agréable à lire, donc je vous le conseille pas forcément en tant que lecture. La troisième catégorie dont j'ai envie de vous parler, qui est une catégorie que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais j'avais vachement envie d'en parler aujourd'hui. Donc c'est un peu une catégorie genre événement, un peu je pourrais mettre éventuellement des spectacles, toutes sortes de choses auxquelles j'aurais assisté, qui sont des vrais événements, des expos, des trucs comme ça et tout.
Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de la scène drague lilloise, puisque c'est quasiment la seule chose que je fais de mes week-ends depuis les 2 derniers mois, c'est me rendre aux divers drag shows qui sont organisés à Lille. Et je pense que tout le monde aux alentours de Lille ou sur Lille n'est pas forcément au courant qu'ils ont lieu. Donc parlons un petit peu des drag shows lillois. Alors personnellement sur Lille je connais 2 houses, donc du coup il y a la house Placard Dégenré et la house Jambon Beurre je crois. Je vais vous mettre les Insta ici, et donc du coup ils organisent des drag shows. Récemment il y en a eu un quasiment toutes les 3 semaines en fait. De toute façon toutes les informations sont listées sur leur site Instagram. Et en fait la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler c'est que personnellement je sais que moi le drag en tant que tel, je sais que c'est un truc qui m'avait jamais particulièrement intéressée. Enfin, j'ai jamais été très intéressée par l'idée de regarder des shows, de ça et tout. J'avais déjà vu quelques vidéos de drag qui se maquillaient ou quoi, ou dans des interviews ou quoi, mais c'était pas non plus un sujet qui me passionnait, et je pensais pas que ce serait le genre de spectacle ou de performance du coup que j'apprécierais. Et au final, je trouve que c'est un milieu qui est extrêmement plaisant, et en plus, c'est à une échelle qui est assez petite, et je trouve ça tellement cool en fait d'être dans une salle de 100-150 personnes et d'avoir une petite scène et tout, et il y a vraiment une ambiance très familiale en fait, et d'être entouré de personnes LGBT du coup, et tout le monde s'habille et se maquille de façon excessive et tout. Enfin, c'est le genre d'endroit où j'adore aller parce que je sais que je vais être avec des gens avec qui je vais me sentir bien, et du coup j'avais envie de vous conseiller en fait de tenter ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent qui sont pas forcément de Lille, mais je vous conseille en fait carrément d'aller essayer de voir autour de vous s'il y a des drag shows qui sont organisés, ne serait-ce que dans la ville à côté ou quoi, parce que je trouve que ça vaut vraiment le détour si vous êtes une personne LGBT et que ça vous intéresse. Vraiment foncez, ça peut vraiment vous plaire. Mais donc voilà, pour dire un dernier mot, les drag queens sont très très talentueuses, il y a souvent des invités qui viennent et tout, ça fait toujours trop plaisir en fait, les performances sont toujours trop cool, c'est toujours des bonnes soirées en fait, et je trouve ça aussi super cool avec la house du Placard Dégenré du coup, puisque c'est une house où il y a des personnes trans et non binaires, et ils performent un drag du coup qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça fait trop plaisir en fait d'avoir ce genre d'initiative et ce genre de drag king, drag queen, drag queer qui performent, parce que évidemment c'est des personnes qui sont encore trop invisibilisées dans le milieu LGBT en général. Donc voilà, allez soutenir vos drags locales par pitié, je pense que vous n'allez pas le regretter et que vous risquez de passer des très bons moments. On rentre maintenant dans la troisième catégorie, qui est du coup la catégorie série, où cette fois-ci j'ai plus de choses à vous présenter, et des choses que j'ai beaucoup aimées et des choses que j'ai moins aimées. La première série dont je vais parler, c'est celle qui remonte le plus parce que pareil je l'ai regardée en août, c'est I May Destroy You. Alors oui, je suis complètement en retard, c'est une série que tout le monde a vue depuis 1 an et demi, 2 ans, mais je m'étais pas décidée à la regarder jusqu'à là, et du coup je l'ai fait en août. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée, donc en plus il me semble que l'auteur de la série est aussi celle qui joue le rôle principal, et c'est aussi genre la réalisatrice, quelque chose comme ça. Enfin, elle est trop forte. Il me semble qu'elle a gagné des prix récemment pour son travail aussi, et elle les mérite amplement. Donc I May Destroy You, ça nous parle d'une jeune femme qui un soir va passer une soirée dans un bar, et elle va se faire droguer et puis violer dans ce même bar, mais évidemment à cause de la drogue elle va pas se souvenir en fait de qui était son agresseur et tout. Et c'est aussi en parallèle une femme qui est écrivaine et qui écrit des livres et qui a un manuscrit à rendre sous un délai proche et tout. Et en fait dans la série on va passer par tous les états dans lesquels elle va passer elle en tant que victime du coup, et elle est entourée de plusieurs de ses amis qui sont des personnages qui sont très cool aussi. C'est une série auquel au début j'ai pas hyper accroché, genre les 3-4 premiers épisodes j'ai regardé ça, j'étais genre ouais ok bon c'est sympa, mais je m'ennuie un peu, y a pas de rythme et tout. Et à partir du 4e ou 5e du coup je me suis totalement mise dedans, et à partir de là j'ai vraiment adoré. Franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'épisode où elle est déguisée genre en démon et tout, et il se passe plein de choses dans l'épisode et tout. Les deux personnages, son meilleur pote et sa meilleure pote du coup, sont des personnages qui sont aussi extrêmement intéressant, vraiment. En plus du coup c'est inspiré de l'histoire de la vraie vie de l'auteur de cette série, du coup c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un point de vue de quelqu'un qui a vécu aussi cette chose là, et c'est extrêmement bien réalisé, les personnages sont trop intéressants, il y a énormément de questions qui sont abordées, que ce soit aussi par rapport aux agressions sexuelles envers les hommes, que ce soit le fait de se souvenir, comment est-ce qu'on traite de cette question-là, est-ce qu'on se venge, est-ce qu'on se venge pas. Ça aborde aussi les réseaux sociaux et la manière dont on les utilise aujourd'hui, notamment par rapport au call-out et tout, toutes ces choses-là.
et j'ai trouvé que c'était une série qui était extrêmement pertinente et que je vous conseille si vous n'avez toujours pas été la voir après les 13 autres bilans culturels qui vous en ont déjà parlé sur YouTube, je vous la conseille aujourd'hui. La deuxième série que j'ai regardée et sur laquelle je vais pas m'attarder pendant des heures parce que je pense qu'on en commence à en avoir marre que tout le monde parle sans cesse de ça, c'est la série Squid Game. Du coup évidemment tout le monde en a parlé, au bout d'un moment j'ai cédé, j'ai regardé. Donc du coup le plot de manière très rapide c'est que on va suivre en fait le personnage principal qui est un personnage, donc ça se passe en Corée. Le personnage principal est quelqu'un qui a perdu tout son argent, il n'arrive pas bien à élever sa fille et tout, il fait des paris sportifs et tout, bref il est complètement fauché, il a des dettes de milliers d'euros et tout, et il va se retrouver en fait avec énormément d'autres personnes qui ont pas d'argent du tout dans un espèce de jeu où ils doivent jouer à des jeux en fait qui sont des jeux d'enfants comme 1, 2, 3 soleil ou ces sortes de jeux là qu'on a un peu tous connus dans notre enfance, sauf que en fait bah s'ils ratent ces jeux ils se font tuer, et le but c'est que à la fin le dernier qui reste il remporte une énorme somme d'argent et il retourne vivre dans le monde réel. Donc ça se veut être une espèce de critique du capitalisme super profonde, etc. Alors personnellement pour moi le visionnage de Squid Game c'est un truc qui était pas désagréable en fait, genre j'ai passé un bon moment à regarder. C'est une série qui si on peut lui accorder ça, tu vois, elle est divertissante, vraiment c'est une série qui te prend en fait à la fin d'un épisode, t'as envie d'en voir un autre. C'est une série qui se binge-watch totalement, vraiment c'est une série que tu regardes très très rapidement et que j'ai bien aimé à visionner. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de défauts en fait à cette série, et notamment en fait un défaut que énormément de personnes ont relevé, c'est que il y a très peu de développement en fait des personnages et on a beaucoup de mal à s'attacher à eux. Enfin tout va extrêmement vite en fait. Et donc du coup il y a des gens qui meurent et tu fais bon tant pis. Et personnellement il y avait un peu genre 2 gros reveals dans la série et tout. Et c'était 2 reveals où j'étais genre ok, on s'en fout en fait. Enfin, les personnages n'ont pas assez développé pour qu'on soit choqué ou triste. Certains des reveals étaient juste genre ah ok bon. D'accord. Et donc du coup c'est une série qui était prenante, qui avait une esthétique qui était bonne. Moi j'ai trouvé que les plans par contre étaient très très beaux. Genre il y avait vraiment quelque chose d'esthétique dans tout ça. Mais voilà, je pense que de toute façon tous ceux qui devaient la regarder l'ont regardé. Et ceux qui n'ont pas encore regardé le feront probablement jamais. Mais voilà, c'est typiquement une série Netflix à buzz comme l'a été un peu La Casa des Papel et tout. Je vous la déconseille pas du tout. Si vous avez envie de la regarder, pourquoi pas. Mais voilà, ce sera juste divertissant. Si vous cherchez quelque chose de divertissant, regardez-la. Si vous cherchez quelque chose qui vous marque et qui soit vraiment intéressant, je pense pas que vous allez le trouver dans Squid Game. La troisième série que j'ai regardée, ou plutôt la saison d'une série que j'ai regardée, c'est la saison 2 de Stalk, qui est du coup une série France TV Slash, qui parle d'un jeune homme qui étudie à l'ENSI, qui est censé être genre une école de codage informatique et tout. Et lui, il est extrêmement fort en informatique, et notamment en hack du coup. Et notre personnage principal, l'une des choses qu'il préfère faire dans la vie de manière assez vicieuse et qu'il a du mal à contrôler en fait son rapport à ça, c'est que il adore stalker les gens pour différentes raisons, mais il passe son temps à accéder aux caméras intérieures des téléphones, des ordinateurs des gens, etc. Et donc j'avais vraiment bien aimé la saison 1 que j'avais regardée il y a 1 an ou 2 et tout, et donc j'étais trop contente à l'annonce de la sortie de la saison 2. Et donc là on a des nouvelles problématiques, on a des nouveaux personnages qui vont apparaître comme le personnage du White Duke du coup, qui se veut être quelqu'un qui veut dénoncer les harceleurs, les violeurs, les agresseurs, etc. Donc dans un rôle un petit peu de sauveur social, dans un rôle de ce qu'on appelle un petit peu les chapeaux blancs dans le hack, donc qui sont les personnes qui hackeraient à des fins bienveillantes. Et donc du coup la série se veut un petit peu critique d'une certaine façon de faire la justice sociale en fait. Le thème abordé était intéressant, mais j'ai trouvé que c'était assez maltraité et pas forcément pertinent. Enfin on avait l'impression que c'était un peu un truc en gros ah c'est pas bien la cancel culture, mais de façon un peu plus déguisée quoi. Mais enfin j'ai trouvé que la façon d'aborder le sujet a rien apporté de très pertinent. J'ai trouvé que il y avait des histoires qui n'avaient pas beaucoup de sens. Enfin en gros la saison 2 m'a beaucoup déçue. J'ai trouvé que les reveals qu'il y avait à certains moments de l'histoire, on s'en foutait un peu, genre c'est un peu on trouve qui c'est, puis après c'est plus lui, puis après c'est quelqu'un d'autre, et au final tu t'en fous un peu de qui c'est parce que tu pensais que t'avais trouvé mais en fait c'est pas lui. J'ai trouvé qu'il y avait certains personnages, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait
certains personnages qui étaient abordés de façon vraiment conne. En fait, il y a un personnage en particulier auquel je pense, qui est la fille blonde, je sais plus son nom, mais je trouve qu'en fait, au long de l'histoire, on l'a fait passer pour une personne très intelligente et tout, qui réfléchit à ce qu'elle fait et tout, puis d'un seul coup, en fait, genre, on l'a fait... Enfin, j'ai l'impression que la série la prend totalement pour une conne et pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'elle fait et pour quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir plus de 2 minutes. Et je trouve que son personnage est vraiment maltraité en fait. Et du coup, bah, cette série m'a vachement déçue parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de la saison 2 de Stalk. Et bah c'est pareil, c'est regardable, c'était divertissant, mais c'était pas spécialement intéressant et du coup bah j'étais un peu déçue de cette saison 2. Donc voilà, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont regardé et je suis intéressée de votre avis parce que du coup j'en ai parlé avec un ami qui avait le même avis que moi. Mais voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de la saison 2 de Stalk? Ça m'intéresse. La quatrième série que j'ai regardée, qui est plutôt en fait un documentaire, c'est bah, tout simplement le documentaire sur Orelsan qui s'appelle Montre jamais ça à personne, qui a été réalisé par son frère. Donc du coup, personnellement, moi, c'est un documentaire que j'ai totalement adoré, en fait. Donc en gros, le petit frère d'Orelsan, il l'a filmé, en fait, pendant des années, et il a fait plein de vidéos de lui, depuis le début où il a vraiment commencé à rapper, où il avait son premier appart, où il avait Abla et Skred, du coup, qui sont les personnes avec qui il va travailler plus tard et tout. Et donc, il y a énormément d'extraits de vidéos qu'ils ont dû complètement dérusher et tout pour en faire des sortes d'épisodes avec une morale et tout, et c'est un documentaire qui était complètement génial. Donc faut savoir que moi du coup Orelsan c'est un artiste que j'écoute vraiment depuis que j'ai 10 ans, enfin c'est littéralement un artiste avec qui j'ai grandi, c'était vraiment l'un de mes artistes préférés quand j'étais jeune. Donc déjà ce documentaire là je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'intéresser étant donné que en général j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait, et c'était trop cool déjà de pouvoir chanter au rythme des chansons pendant les épisodes et tout. Et au début par exemple quand on m'a parlé du documentaire d'Orelsan, je m'attendais vraiment à un truc qui dure 2 heures et qui allait être un documentaire comme les autres, et je suis tombée sur ce truc et c'est tellement en fait fou que déjà le frère de Orelsan et toutes ces images de lui, parce qu'il y en a vraiment genre tellement, il y a 6 épisodes qui durent de 20 à 40 minutes il me semble, et on peut retracer vraiment toute une période de temps avec plein de petits moments de vie de ah pourquoi tu filmes ça et tout, il se passe rien et tout, mais c'est tellement intéressant et tu vois en fait son espèce de chemin vers la carrière qu'il a eu aujourd'hui et tout, et j'ai trouvé ça vraiment juste fou. En fait c'est fou d'avoir autant d'images d'archives, c'est super intéressant et ça donne évidemment envie de commencer à filmer toute sa vie pour en avoir autant de souvenirs. Mais bref, j'ai adoré le documentaire d'Orelsan et je vous le conseille carrément. Je pense que même si vous connaissez pas forcément l'artiste, ça peut être un documentaire qui est intéressant, vraiment ne serait-ce que pour l'aspect technique et l'aspect genre petite vidéo additionnée et on voit quelqu'un grandir et tout. Je pense que c'est un truc qui peut toujours être intéressant et les épisodes sont vraiment bien réfléchis pour que ça fasse vraiment un truc scénarisé quoi, c'est pas juste des moments mis bout à bout, en fait il y a vraiment un truc qui a été réfléchi, donc je vous le conseille des centaines de fois. Prenez un peu de temps pour aller voir ce documentaire. Bon alors, et finalement la 5e et dernière série que j'ai regardée, ou plutôt regardée, c'est Fleabag, et voilà, je suis trop contente de pouvoir parler de Fleabag parce que je suis obsédée par Fleabag, très littéralement. Donc ça doit faire au moins 5 fois que je la regarde. C'est une série britannique, il me semble, qui a été écrite et dont l'actrice principale est Phoebe Waller-Bridge, qui a aussi écrit Killing Eve, qui est une autre très bonne série. C'est une écrivaine qui est extrêmement douée, talentueuse, tout ce que vous voulez. Donc Fleabag, ça raconte le quotidien d'une jeune femme, du coup, qui a perdu sa mère il y a quelques années, enfin dans un passé assez proche quand même, et qui encore plus récemment a perdu l'une de ses meilleures amies, voire totalement sa meilleure amie avec qui il se comprenait beaucoup et tout, et en fait elle est dans un état de sa vie où elle a énormément de mal à s'ouvrir à qui que ce soit. Elle a des relations avec sa famille qui sont assez spéciales, elle a une façon de s'exprimer, de voir le monde et tout, et de gérer ses émotions qui est assez spéciale. Notamment en fait elle utilise un peu l'hypersexualité, le fait de coucher tout le temps avec des gens pour combler un espèce de vide, et en fait le mal-être qu'elle a, le mal-être vraiment profond qu'elle a. Et donc c'est une série en 2 saisons, c'est des épisodes de genre 25 minutes, donc c'est rapide à regarder. Il y a 8 épisodes par saison, ça se regarde très rapidement, et c'est la meilleure série du monde. C'est une série qui est humoristique un peu, même si elle aborde des sujets graves, c'est une série humoristique qui est
extrêmement drôle, c'est de l'humour anglais au mieux qu'ils savent faire en fait tout simplement. Les personnages je trouve sont extrêmement touchants, que ce soit le personnage de la sœur, sa relation avec sa sœur tout simplement, le personnage du prêtre dont on ne pourra que parler pendant des heures et des heures, le personnage du père, même de la belle-mère, c'est toute une flopée de personnages qui ont énormément de défauts, mais comme notre personnage principal a énormément de défauts aussi, et on voit qu'ils essayent de communiquer et d'essayer de bien faire les choses, mais il y a tous leurs défauts un peu qui rentrent en jeu, ils essayent de faire marcher ce truc là. C'est genre vraiment les relations humaines en fait, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant en fait. Moi j'adore vraiment la relation qu'elle a notamment avec sa sœur, mais j'aime aussi la relation qu'elle avait avec son ancienne meilleure amie et tout. Enfin vraiment Fleabag c'est tellement intelligent, et je sais que les gens sont assez mitigés sur Fleabag. Je sais que moi il y a plusieurs personnes à qui j'ai conseillé de regarder Fleabag et qui regardent 2 épisodes et qui me disent mais c'est quoi ça en fait, c'est n'importe quoi. Mais je sais que aussi il y a d'autres personnes qui reviennent et qui disent mais attends c'est la meilleure chose que j'ai jamais regardée. Je vous conseille vraiment de vous laisser tenter. Moi je sais que la première fois que j'ai lancé la série, quand j'ai vu que en gros le 4e mur il me semble est brisé, donc c'est à dire que le personnage principal s'adresse souvent à la caméra directement, j'ai vu ça et je me suis dit oulala ça va pas me plaire du tout, c'est trop bizarre et tout, et au final je me suis forcée à continuer un peu, et c'est juste une série qui est vraiment incroyable et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes dans mon entourage qui la connaissent, donc je vous la conseille des centaines et des centaines de fois, s'il vous plaît. Regardez Fleabag et dites-moi que vous avez aimé Fleabag, je vous en supplie. Nous arrivons alors dans ma dernière catégorie, qui est la catégorie contenu sur internet, et heureusement qu'on arrive dans la dernière parce que je n'ai vraiment plus de voix. Bref, il y a 2 chaînes YouTube dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et commençons tout de suite avec la chaîne de Nirina, du coup que j'ai découvert il y a quelques mois. Donc Nirina, alors je sais pas si c'est Nirina ou Nirine parce que ça change selon les réseaux sociaux, donc je vais dire Nirina parce que c'est le nom de la chaîne, mais je suis pas exactement sûre, je suis désolée. Donc Nirina c'est une youtubeuse qui nous parle de sujets sociaux. Elle a fait une vidéo par exemple sur le grand remplacement. Moi je l'ai découvert sur une vidéo qui traitait du salaire des footballeurs et de pourquoi il était aussi mal vu en fait. Mais elle aborde en fait toutes sortes de sujets en fait relatifs à la gauche, à la montée de l'extrême droite. Elle a essayé de démonter le mythe du grand remplacement, et ça fait notamment 3 semaines voire 1 mois il me semble qu'elle subit des vagues immenses de cyberharcèlement de la part de l'extrême droite, et je trouve que ces vagues d'harcèlement qu'elle se prend montrent aussi un peu où est-ce qu'on en est et à quel point la fenêtre d'Overton a été décalée dans l'espace public vers l'extrême droite, parce que du coup ce qu'elle a essayé d'expliquer c'est simplement que le grand remplacement n'existe pas, qui n'est quand même pas quelque chose de fou, qui ne devrait pas être quelque chose de fou à dire et à démonter comme thèse quand même, qui est une thèse profondément d'extrême droite, profondément raciste, et qui est défendue notamment par notre cher Éric Zemmour. Et donc évidemment je lui apporte tout le soutien que je peux lui apporter par rapport à la vague de cyberharcèlement qu'elle se prend. Enfin de toute façon ça fait des semaines qu'elle se prend des remarques qui soient racistes, misogynes ou tout mélangé. De toute façon pourquoi n'en faire qu'un sur les deux. Mais du coup à côté de ça en fait je vous conseille grandement son contenu qui est très intéressant, très bien construit, qui aborde les sujets et qui arrive à les vulgariser en fait, ou à les expliquer plutôt assez simplement en fait, parce que ces vidéos elles durent en général entre une vingtaine et une dizaine de minutes, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de se poser pendant 45 minutes devant des vidéos, mais les sujets sont très bien abordés. Mais bref, encore une fois j'adresse tout mon soutien à Nirina et j'espère que ça va se calmer d'ici peu. La deuxième chaîne YouTube dont j'ai envie de vous parler, c'est la chaîne de Tiffen, qui fait des vidéos notamment, dont elle fait beaucoup de vidéos où elle parle de lecture, donc des sortes de bilans culturels, genre je crois que ça s'appelle des bilans lecture ou quelque chose comme ça, qui sont super intéressants. J'ai découvert sa chaîne il y a quelques mois et j'ai totalement adoré, c'est vraiment super intéressant. Il y avait un concept que j'avais beaucoup aimé notamment sur sa chaîne, c'était un concept où elle se filmait en train d'écrire un livre. En gros elle s'est donné un défi d'écrire un livre en un certain nombre de semaines je crois, et elle a réussi son défi, elle a réussi à écrire son livre, et il me semble qu'elle se lance dans un 2e défi écriture, donc il y a encore des choses à venir. Et je sais que j'avais aussi énormément aimé sa vidéo sur Lolita, puisque c'est l'un de ses livres préférés, et la vidéo était extrêmement bien abordée sur cette œuvre qui a fait extrêmement polémique. Et bref, c'est un plaisir de l'écouter parler, je vous conseille totalement sa chaîne. Et voilà, c'est terminé pour le bilan culturel du jour. Je suis très contente de l'avoir filmé, j'ai trop hâte de le poster. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été présente sur ma chaîne YouTube, donc on se retrouve encore une fois pour l'intro un peu longue où je vous parle de ce que je fais, de ce que je vais essayer de faire, etc. Donc du coup, mes cours sont assez prenants et j'ai énormément de mal à faire quoi que ce soit d'autre, et certainement pas écrire des vidéos, donc ça me demande beaucoup trop de temps.
Ce que je vais faire là pendant les vacances, c'est que donc je vais poster ce bilan culturel, mais je vais aussi essayer de prendre de l'avance et de commencer à écrire des vidéos. Comme ça, éventuellement, je vais pouvoir, dans la longueur certes, mais je vais essayer de les tourner et de les monter, etc. au fur et à mesure, et essayer de vous les poster pour, on va dire, allez, au minimum, j'aimerais bien avoir une autre vidéo en novembre et une autre vidéo en décembre. Ce serait vraiment pas mal. Et donc évidemment j'aimerais bien faire plus si possible, mais ce sera déjà ça. L'autre petite idée que j'avais eue, un peu pour genre remplir ma chaîne ou au moins pour faire du contenu en fait, parce que j'aime bien poster, j'aime bien faire du montage et tout, mais encore une fois je peux pas énormément écrire. Je m'étais dit pourquoi pas avec des potes de recommencer quelques vlogs, et pourquoi pas de filmer un peu ma vie à Lille et tout pendant la semaine, genre des vlogs vraiment sympas et tout. Du coup ce serait un peu des vlogs travail, remise au travail et tout. Bon, pour ce que je travaille, voilà, donc ce sera pas des vlogs fêtes et tout, mais voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait de voir des vlogs sur ma chaîne, ou si c'est pas forcément le contenu que vous êtes venu chercher. Je pourrais comprendre. Évidemment, je vais essayer de continuer à écrire, je vais essayer de prendre un rythme différent par rapport à mes cours et tout, pour essayer d'écrire ne serait-ce que petit bout par petit bout, et d'essayer de vous donner des vidéos. Bref, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont mis un j'aime et tout, ça fait trop plaisir, je suis trop contente vraiment de vous retrouver, j'ai hâte de vous poster ce bilan culturel, et je pense que c'est sur ces belles paroles que je vous dis à bientôt.